Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle saison de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Le massacre de ces camps palestiniens situés près de Beyrouth en septembre 1982 est considéré comme le point culminant de la guerre civile qui frappa le Liban entre 1975 et 1990. Retour ce soir à Sabra et Shatila, où 3 amis d'enfance nés pendant la guerre aident aujourd'hui les jeunes des camps à se construire un avenir grâce à l'éducation. Et direction ensuite le sud des États-Unis où flotte encore le drapeau confédéré à la rencontre de cette Amérique blanche et conservatrice qui se dit assiégée, des irréductibles contre les droits des homosexuels, mais aussi contre l'avortement et l'immigration. À 2 semaines du début des Jeux Olympiques, l'État de Rio est ruiné à tel point qu'il s'est déclaré en état de calamité publique. Cette situation met en colère et inquiète les habitants. La rue gronde, des manifestations pour lutter contre le prix des Jeux et pour le paiement des salaires des fonctionnaires. Coup de projecteur enfin sur la fabrication de la pipe en bruyère, née il y a plus de 150 ans. Pour percer ses secrets, nous vous emmenons ce soir à la rencontre de Pierre Voisin, l'un des tout derniers artisans pipiers français. Au Liban, les noms de Sabra et Shatila sont synonymes d'effroi. Le massacre de ces camps palestiniens situés près de Beyrouth les 16 et 17 septembre 1982 est considéré comme le point culminant de la guerre civile qui frappa le pays entre 1975 et 1990. À l'intérieur des camps, les corps sans vie jonchent les rues. Selon des sources israéliennes, 300 personnes ont été tuées. Des sources palestiniennes, elles, avancent un bilan bien plus lourd, plus de 1500 morts. Près de 34 ans après, les camps de Sabra et Shatila sont devenus un quartier de Beyrouth-Ouest, comme une ville dans la ville. Les réfugiés palestiniens continuent de s'y entasser, tandis que de nouveaux affluent, notamment en provenance de Syrie. Si aucun réfugié n'ignore l'histoire du massacre de Sabra et Shatila, il s'agit désormais de survivre aux conditions de vie extrêmement précaires dans les camps. Rencontre avec 3 amis d'enfance nés à Shatila pendant la guerre. Aujourd'hui, ils aident les enfants des camps à se construire un avenir grâce à l'éducation. C'est un reportage d'Antoine Laurent. On va rentrer dans le camp de Sabra et Shatila. C'est là qu'a eu lieu le massacre. Encore aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué à plein de niveaux dans Sabra et Shatila. Là, on rentre dans le camp. Il y a beaucoup de problèmes ici. La situation peut être calme avec des moments de trêve, mais à tout moment ça peut dégénérer. Il y a des problèmes avec l'électricité et l'eau. Regarde, les fils électriques sont mêlés aux tuyaux d'eau. Et l'eau non potable est salée comme l'eau de la mer toute proche. Après 6 décennies, les habitations de parpaing et de ciment ont remplacé les tentes des premiers réfugiés. Les camps sont devenus un quartier de Beyrouth-Ouest, mais restent une zone de précarité extrême et d'insécurité. Il est interdit d'y entrer aux étrangers comme aux Libanais. Depuis 1948, c'est l'UNRWA, l'organisme créé par l'ONU, qui est en charge de l'enseignement des réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Partout où il opère, l'Office cale son programme scolaire sur le pays accueillant. Mais cette approche éducative est mise à l'épreuve des camps. Asseyez-vous, en silence. L'approvisionnement en électricité est parcimonieux, 10 heures par jour.
Qui dit surpopulation du camp, dit surchauffe du réseau archaïque avec d'inévitables coupures. Vous êtes en train de réviser ou de bavarder? Elle me faisait réciter. Vous n'êtes pas obligé de bavarder en même temps. Pour Djalal, Sobé et Tarek qui sont nés à Shatila, ces conditions ne sont pas une raison pour échouer à l'école. Je connais Tarek et Sobé depuis 5-6 ans. On est amis. On a créé l'association il y a 3 ans. On s'est rendu compte que le niveau dans les écoles se dégradait, donc on a décidé de donner des cours de soutien scolaire aux élèves après l'école. Qui connaît l'année où nous avons dû quitter la Palestine? En 1947 1947. Qui a une autre réponse? En 1948 Oui, c'est en 1948. Nos grands-parents vivaient en Palestine avant 1948. Musulmans, chrétiens et même les juifs cohabitaient en paix. Moi, je n'ai jamais quitté le camp. J'ai toujours vécu ici. D'après ce que j'ai vécu dans le camp, quand j'étais enfant, je peux dire que les problèmes étaient beaucoup moins nombreux. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup plus de difficultés. À l'école, À l'école. le livre, Le livre. le professeur. Le professeur. Je ne veux pas quitter le camp. Je travaille dans le camp avec l'association. Un de ses enfants sera ingénieur, l'autre docteur ou professeur. Nous pourrions être des soldats, mais nous travaillons avec les enfants. Djalal, Sobé et Tarek se sont connus sur les bancs de l'école de l'UNRWA dans les années 90. Les 3 amis obtiennent un diplôme, comme seulement 5% des réfugiés palestiniens au Liban. L'échec des autres devient alors leur affaire. En 2011, ils créent le centre de soutien scolaire Rêve de réfugiés. Après l'école de jour délivrée par l'UNRWA, ils proposent aux élèves de bénéficier d'un soutien scolaire au centre en soirée. Après les devoirs, pour attirer les jeunes et aussi les divertir, on pousse les tables et les chaises. La classe peut alors accueillir d'autres genres d'activités, artistiques et culturelles. Ici, c'est la scène de danse, ok? Tu dis les 2 premiers mots dos au public, puis tu te retournes et tu regardes derrière toi. Compris? Grâce à cette diversité d'activités, le centre attire désormais des bénévoles et depuis peu, à Shatila, on s'est mis au karaté. Pour les enfants de Sabra et Shatila, le décor n'est pas très accueillant pour s'épanouir. Même si l'animation dans les camps se poursuit tard dans la nuit, c'est à l'intérieur des maisons que l'on décompresse le mieux. Qui veut du thé ou du café? Celui qui veut du café, qu'il dise son nom. Chez Sobé, les 3 amis se retrouvent régulièrement en famille. Un moment privilégié pour se détendre autour du thé et du narguilé. Une pause en famille qui permet d'échapper à l'agitation de l'extérieur. À Sabra et Shatila, il y a très peu de structures pour accueillir les enfants en bas âge. En janvier 2013, à la demande des familles, le centre Rêve de réfugiés évolue pour ouvrir une maternelle. La première année, une centaine d'enfants est inscrite. Pour accéder à la maternelle, chaque famille verse 15 $ par mois. Ce financement par les parents a surtout permis de professionnaliser le recrutement du personnel. Désormais, le centre, aux côtés d'autres associations, investit de nouveaux espaces de jeu à l'intérieur des camps.
Tu vois tous ces enfants? Ce sont tous des enfants de la maternelle de rêve de réfugiés. Tout le monde n'est pas encore là, mais grâce à Dieu, la confiance des gens du camp a fait que le nombre d'élèves a augmenté année après année. On a commencé avec 60 enfants, maintenant on a 220 élèves. On espère que l'année prochaine ils seront 300. La confiance des gens du camp est grande grâce à Dieu. Pour les trois amis, se réapproprier les places et le terrain dans Sabra et Shatila n'est pas une action anodine, car la superficie du camp n'est pas extensible. Pour chacun des membres de Rêve de réfugiés, jouer, c'est aussi cultiver la paix. Quand tu marches dans le camp, qu'est-ce que tu vois? Des meurtres, de la drogue, que des galères. Où est-ce que l'enfant peut jouer, juste en étant un enfant? Nous, dans l'association, on se débrouille pour que les enfants aient un endroit pour jouer. Que ce soit dans le sport, l'éducation, les activités au centre, on fait ce qu'on peut. Le développement du centre a été rendu possible par des donateurs comme le père de Sobé. Ce commerçant est né à Shatila, il y a 50 ans. Le camp fait partie de sa vie. La superficie du camp de Shatila dépasse à peine 1 km². Aujourd'hui, à cause de la guerre en Syrie, le nombre d'habitants dépasse les 35 000. Pour aider son fils, il a participé financièrement à l'installation d'une nouvelle maternelle créée exclusivement pour les réfugiés syriens. Je m'appelle Anine Joaidi. J'ai 23 ans. J'ai fait des études pour devenir travailleur social. Anine est l'une des 6 enseignantes recrutées pour ces nouveaux réfugiés. Les histoires des enfants se recoupent, mais chacun d'eux a vécu l'exil d'une manière particulière. La formation que nous recevons ne fonctionne pas toujours dans la pratique. On doit donc s'adapter. Les enfants ont encore la guerre en tête. Au début, on ne pouvait même pas élever le son de la musique. Ils se jetaient par terre. Du coup, il faut travailler au cas par cas. D'autant que chacun d'eux a une situation familiale compliquée. Leurs mères se sont fait battre devant eux. Et puis il y a la pauvreté, la promiscuité. Et ça n'a rien à voir avec toute la théorie qu'on nous a enseignée. Allez, allez, écoutez-moi. Maintenant, on va résumer les couleurs. Rita a 8 ans. Elle est arrivée à Shatila en 2015. Il y a quelques mois, elle vivait à Yarmouk, dans un camp de réfugiés près de Damas, en Syrie. Pour sa famille, avoir survécu à la guerre n'est qu'une première étape. L'arrivée dans un nouveau camp, au Liban, laisse souvent la place aux souvenirs du départ. On s'est caché derrière maman. On avait très peur. L'intérieur du camp était bombardé. Les bombes tombaient derrière nous. Et ma sœur pleurait et avait peur. Quand on sortait du camp, il y avait des bombardements. Et on avait très peur. On est passé sur un pont. Et là-bas aussi, ils bombardaient. Où est-ce qu'on est allé après être sorti du camp? Comment ça s'appelait déjà? Doumar. Si on savait qu'on allait sortir de notre pays, j'aurais pris le numéro de mes amis et on se serait parlé. Mais on ne savait pas qu'on allait devoir sortir de notre pays. Depuis 1948, le camp de Sabra et Shatila est le fruit de l'histoire troublée du Liban et des pays voisins.
L'arrivée massive de réfugiés syriens questionne à nouveau la situation douloureuse des réfugiés de Palestine. Et pour trouver une issue à ce statu quo, au centre, on s'applique à réviser. Ne me rendez pas l'exercice tout de suite. Pour réussir les prochains examens. Allez, lisez bien les questions. Cet espoir de réussite scolaire porté par Sobé, Tarek et Jalal est aujourd'hui partagé par de nombreux bénévoles et près d'une quarantaine d'employés. La réussite du centre Rêve de réfugiés repose sur une amitié indéfectible. Tu te souviens quand on était gamin et que j'allais chez toi? Ouais, je me souviens, t'avais la moustache. La belle époque, hein? T'as pas le droit. À l'époque, tous les jours, je rejoignais Sobé, qui habitait sur le chemin de l'école. Tous les jours, de Djema El Abiy jusqu'à Bir Hassan. Franchement, c'est pas bizarre d'être prof maintenant? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, t'as vu comme les classes sont calmes? Nous, quand on était élèves, on faisait plein de bêtises. Fin d'année, l'heure des résultats. Ils sont positifs. 98% des enfants passent dans la classe supérieure. Comme un rituel, chaque élève présente son bulletin de notes. À l'horizon 2021, l'UNRWA va engager près d'1 demi-milliard de dollars pour gérer les écoles des réfugiés palestiniens. Le centre continuera sa mission de soutien scolaire et d'animation, malgré un équilibre financier très fragile. Pour les enfants de Sabra et Shatila, Rêve de réfugiés représente la vraie école de l'espoir. L'espoir d'un avenir au-delà du camp pour cette 3e génération de réfugiés palestiniens. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Pour préserver une liberté religieuse qu'ils considèrent menacée, certains États du sud des États-Unis ont adopté un nouvel arsenal législatif. À l'instar du Mississippi qui pourra dorénavant refuser aux homosexuels d'être soignés ou de bénéficier de prestations sociales. Nos reporters se sont rendus dans ces États du Sud où flotte encore le drapeau confédéré à la rencontre de cette Amérique blanche et conservatrice qui se dit assiégée. Des irréductibles contre les droits des LGBT, mais aussi contre l'avortement et l'immigration. C'est un sujet signé Charlotte Fon et Manon Hurtel. HB 1523. Ce nom aux airs de virus rend fiévreux le sud des États-Unis. Cette loi, communément appelée liberté religieuse, suscite la colère de ces militants qui luttent contre l'homophobie. Rassemblés devant la maison du gouverneur du Mississippi, ils exigent son retrait. Quelqu'un d'autre veut signer la pétition? Todd Martin travaille dans une ONG de défense des droits de l'homme. Il met en cause ceux qu'il nomme les conservateurs religieux. Car cette loi permet de refuser d'accorder certains services aux homosexuels au nom de ses croyances. Cette loi autorise à discriminer au-delà de l'Église, dans une entreprise, dans un hôpital et dans les services publics. Elle se base sur des croyances, mais il y a toutes sortes de croyances. Comme penser qu'une personne noire ne peut épouser une blanche, par exemple, et donc refuser leur union, ou interdire les rapports sexuels avant le mariage. Cette loi permet ça aussi. Des lois similaires ont été votées dans l'Alabama, l'Arkansas et en Caroline du Nord. Un vent de révolte souffle dans ces États du Sud où flotte encore le drapeau confédéré. Selon elle, assiégée, l'Amérique blanche et conservatrice manifeste un repli identitaire. Des irréductibles contre les droits LGBT mais aussi contre l'avortement, contre l'immigration. Une Amérique pieuse, aujourd'hui en croisade contre le gouvernement.
Dans le Mississippi, en ce dimanche matin, le pasteur Friedman motive ses troupes. Notre Église est en pleine bataille pour nos croyances, nos libertés. Allez, amen. Leur étendard, la fameuse loi liberté religieuse. Tous ces fidèles veulent que l'État la maintienne. C'est une déclaration contre tous ceux qui essaient d'attaquer nos valeurs fondatrices pour leur montrer qu'on ne se laissera pas faire. Je pense que dans ce pays, nos croyances en tant que chrétiens ont été remplacées par celles d'autres personnes. Le pasteur Friedman est protestant évangélique. Il a fait de sa paroisse une tribune contre ce qu'il considère comme les dérives de la société actuelle. Dieu peut nous quitter. Dites-le avec moi. Dieu peut nous quitter. Dites-le. Dieu peut nous quitter. Obéissez-vous à Dieu selon ses règles? Ou vous êtes-vous détourné d'une partie de vos devoirs en devenant ce que j'appelle un chrétien minimaliste? Chrétien, mais juste assez pour être admis au paradis. Le pasteur a toujours refusé de célébrer un mariage homosexuel, pourtant légalisé par la Cour suprême en juin 2015. L'État du Mississippi vient de lui donner raison et lui permet de trier parmi ses fidèles. Je pense que les législateurs regardent vers l'avenir en votant ce texte, car il va nous aider. Concernant les gens qui viennent dans cette église, qui ne veulent pas renier leur homosexualité et qui demandent à devenir membres, la réponse est non. Le Mississippi est l'État le plus religieux des États-Unis. Ici, 2/3 des électeurs soutiennent la loi HB 1523. J'en mets 2? Oui, je pense que ça va aller. Les Nicholson font partie de ces fervents défenseurs. C'est en arrivant ici il y a 10 ans qu'ils sont devenus très pratiquants. Nous avons déménagé ici à l'origine pour notre travail. Puis nous avons tous les deux été sauvés par Dieu en 2007. Après ça, tout a changé. Notre rapport à l'argent, notre manière d'être parents, notre conception du mariage. Comme beaucoup d'autres, cette famille de classe moyenne, blanche et républicaine, se sent aujourd'hui menacée par ces lois pro-LGBT votées par le gouvernement d'Obama. Nous aimons vivre dans cet État où nos valeurs chrétiennes sont protégées par la loi. Nous en sommes reconnaissants et nous aimerions que ça continue. Pourquoi est-ce qu'il continue à faire son devoir? Parce que le Seigneur lui a dit. Pour préserver leurs enfants de ce monde extérieur qu'ils jugent toxique, les Nicholson les ont déscolarisés. Il ressent le besoin d'aller dans les bidonvilles pour partager la parole de Dieu avec ces gens, car il sait que sans lui, ils ne l'entendront pas. Symbole de ce repli identitaire américain, l'école à domicile a augmenté de 60% en 10 ans. On enseigne l'histoire du point de vue de la Bible. Donc on leur apprend que Dieu est le Créateur et qu'il a créé la planète en 7 jours. En fait, on utilise la Bible comme livre d'histoire, alors qu'à l'école publique, on leur apprendrait la théorie de l'évolution. Pour protéger ces administrés des impies de Washington, ceux qu'on nomme ici les fédéraux, le gouverneur du Mississippi a entamé un bras de fer avec le gouvernement. Dans cette Chambre des représentants, a été votée en février dernier la loi liberté religieuse. Randy Boyd fait partie des élus qui ont soutenu cette révolte. La décision de la Cour suprême de légaliser le mariage homosexuel a vraiment fait prendre conscience aux gens que le gouvernement fédéral fait ce qu'il veut de nous, que nous n'avons aucun contrôle. En opposition à la Cour suprême, cette loi protège toute personne qui refuse de servir un homosexuel contre toute poursuite pour discrimination. Si un couple de même sexe entre dans un magasin, ce sont des clients comme les autres. Mais s'ils disent « Nous allons nous marier, nous voulons vous commander un gâteau, nous voulons que vous participiez à la cérémonie », là, c'est très différent. Dans notre État, ce sont surtout les pasteurs qui ont réclamé cette loi. Cette façon de se révolter contre les évolutions sociétales a ici déjà fait ses preuves.
Protégé par le 14e amendement de la Constitution, le droit à l'avortement n'est pourtant plus qu'une illusion dans le Mississippi. Allez-vous à la clinique pour avorter? Prenez ceci, c'est un bébé de 12 semaines. Cette clinique qui pratique l'IVG fait aujourd'hui figure de camp retranché, assiégé quotidiennement par des militants pro-life. Donnez vie à vos petites filles et à vos petits garçons. Laissez-les vivre. Ceci est une reproduction d'un bébé de 12 semaines. Il a déjà des oreilles, des yeux et un nez. Vêtue d'un gilet rose et avec pour seule arme une radio portative, cette bénévole de la clinique tente chaque jour d'éloigner ses activistes. Au nom de Jésus, laissez-nous vous aider. Vous ne pouvez pas me bloquer le passage. C'est ça, parce que la route vous appartient. Commencez pas avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux juste vous donner ces informations? Depuis 7 ans, Deranda escorte les patientes à l'intérieur de l'établissement. Il y a peu, elles avaient le choix entre 14 cliniques. Aujourd'hui, celle-ci est la dernière encore ouverte. Les organisations pro-life ont le soutien du gouverneur, qui, pour simplifier, place la religion avant la loi. Alors, elles ont le sentiment d'avoir plus de pouvoir. Il va y avoir de plus en plus de discrimination et ils pourraient fermer provisoirement la clinique. Généreux donateurs du Parti républicain, les pro-life espèrent faire du Mississippi le premier État à interdire l'IVG. La religion avant la loi, c'est ce que parviennent à imposer peu à peu ces puissants lobbies. La Bible dit: Jésus et moi, nous bâtirons notre Église, et les portes de l'enfer ne pourront pas résister. C'est juste une question de temps. Cette révolte conservatrice s'empare aujourd'hui de tous les États chrétiens du sud des États-Unis. Dans un clip de campagne, le républicain Ted Cruz affichait ainsi son soutien au gouverneur de Caroline du Nord. La menace vient cette fois-ci des transgenres qui utilisent les toilettes publiques. Pour une partie de la Caroline du Nord, les transgenres pourraient être de dangereux pervers. En guise de protection, 300 entreprises de la région appliquent désormais la loi toilette. Alors dites-moi, ça va? Sur quoi vous travaillez? Tout va bien? Parmi elles, l'agence immobilière des frères Benham, de purs conservateurs ultra-religieux. Si quelqu'un vient dans notre agence et veut utiliser nos toilettes, même si c'est un transsexuel, c'est simple. Ici, on a les femmes, et là, les hommes. C'est du bon sens. Ce que dit la loi de Caroline du Nord, c'est que vous devez utiliser les toilettes en fonction de votre sexe biologique. Point. Imposer à un transgenre de révéler son sexe biologique est discriminatoire. Mais pour les frères Benham, c'est une question de sécurité. Nous n'avons rien contre les personnes transgenres. Le problème, c'est que des hommes pervers pourraient se déguiser pour aller dans les toilettes des femmes et faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Je suis père de 2 petites filles. J'ai une femme, j'ai une mère, des sœurs. Et c'est mon rôle de les protéger. En Caroline du Nord, rares sont aujourd'hui les entreprises qui osent afficher leur soutien aux transgenres. Celle-ci fait figure d'exception. Hey les gars, vous avez besoin d'aide? Peyton a 20 ans. Il est transgenre et cela lui a déjà valu 3 licenciements. Il vient de trouver du travail dans cette quincaillerie. À l'origine, je suis professeur de musique. Mais j'ai été viré parce que je suis transgenre. C'est injuste de perdre son travail à cause de ce que tu es. Ici, dans cette entreprise, c'est mieux accepté. Je peux être moi-même sans en subir les conséquences. C'est pour ça que j'aime être ici. Avec cette loi toilette, Peyton a le sentiment d'un terrible retour en arrière. Ça m'a pris du temps pour m'accepter.
Et tout d'un coup, cette loi est passée. J'ai regardé les infos toute la journée. En gros, ça disait tout ce que tu as accepté à propos de ta nature, ce que tu as fini par admettre à propos de toi, tout ça, ce n'est pas normal. Et ça ne veut plus rien dire. Tu n'es pas un homme aux yeux du gouvernement, et ça, c'est la chose la plus blessante que j'ai jamais entendue de ma vie. Le problème dépasse le simple cadre de la loi toilette. De manière insidieuse, toute la communauté transgenre est pointée du doigt. Le propriétaire du magasin refuse de céder aux pressions locales. Nous avons probablement perdu beaucoup de clients à cause de ça. Mais malgré tout, je suis convaincu qu'à long terme, ça nous sera positif parce que nous faisons ce qui est juste. Cette petite société est aujourd'hui rejointe par des multinationales comme PayPal, Google ou Apple qui ont publiquement condamné cette loi. Washington menace de couper ses subventions si la Caroline du Nord maintient son texte. Ce bras de fer n'a pas encore de vainqueur. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques 2016 sera donné dans moins d'un mois au Brésil pour pouvoir financer et livrer à temps les sites sportifs ainsi que la nouvelle ligne de métro. La région de Rio a dû se déclarer en état de calamité publique, c'est-à-dire en faillite. Et les caisses étant vides, l'État est venu à la rescousse, mais la contrepartie, c'est toute la population qui l'a subie, les fonctionnaires comme les retraités dont les pensions sont versées en plusieurs fois. Nicolas Ransom. Scène de vie habituelle à Rio de Janeiro. Ce matin, ils sont plusieurs milliers, CV à la main, à venir postuler pour un emploi. Il n'y a pas de travail, il n'y a aucune opportunité. Aujourd'hui, le coût de la vie est très élevé. Le marché du travail est paralysé. Cette situation inquiète les Brésiliens. Alors cette occasion, il ne faut pas la rater. Cette fois, 1600 postes sont à pourvoir pour les Jeux Olympiques. Ménage, sécurité, réception. Sans emploi depuis 6 mois, Cosme Luis prendra ce qu'on lui propose. Je suis fauché. Pour être là ce matin, je suis venu avec une carte de bus qui n'est pas à moi. Tu vois cette carte, on me l'a prêtée pour que je vienne déposer mon CV. Regarde, j'en ai déjà remis plein, mais pour l'instant personne ne m'appelle. Et on est dans une situation précaire. Je n'ai même pas de quoi nourrir ma famille. Plus de 11 millions de personnes sans emploi, 12% de chômage. Le Brésil est plongé dans une profonde récession économique et Rio de Janeiro n'y échappe pas. Et pourtant, les Jeux Olympiques créent un besoin inédit sur le marché du travail. 60 000 places temporaires sont à pourvoir. C'est la première fois que ce spécialiste en ressources humaines assiste à un tel scénario. Actuellement, beaucoup de Brésiliens sont désemparés, désespérés. Ils n'arrivent pas à trouver des emplois en contrat fixe. Mais avec ces Jeux Olympiques, du moins ici à Rio de Janeiro, c'est comme si une porte s'était ouverte. Une bouffée d'oxygène pour de nombreuses personnes qui espèrent profiter de cette aubaine pour se refaire une expérience professionnelle, même temporaire, et peut-être réintégrer le marché du travail. C'est donc la course sur le marché du travail, mais aussi au Parc olympique. Avec 6 mois de retard, la mairie de Rio est fière de présenter à la presse la dernière enceinte manquante, le Vélodrome. Une compétition est organisée pour tester les équipements et rassurer les membres du comité international olympique. Ils ont retrouvé le sourire. Énorme satisfaction. Ce vélodrome a été terriblement compliqué à livrer. Il y a eu plusieurs difficultés depuis le début des travaux. Le fait qu'aujourd'hui on puisse le livrer et l'homologuer, c'est vraiment un grand jour. Soulagement également pour le maire de Rio, Eduardo Paes, qui s'enorgueillit d'avoir transformé sa ville malgré la crise économique.
Tous les projets sans exception dans lesquels la mairie s'était engagée, c'est-à-dire 90% des chantiers olympiques, viennent d'être livrés. Et je suis très optimiste pour le métro. On sait qu'il y a encore quelques problèmes financiers, mais le chantier avance bien. Les tests ont déjà commencé. Le métro, justement. C'est la course folle, mais au final, tout va s'arranger. Cette nouvelle station vient d'être livrée. À l'extérieur, les ouvriers mettent les plantes. Et à l'intérieur, le secrétaire des Transports est en pleine opération de communication. Les caisses de l'État de Rio sont vides, mais les appels au secours ont fonctionné. Brasilia vient de débloquer une enveloppe spéciale de 120 millions d'euros pour finir les travaux du métro. Mais cette nouvelle ligne n'ouvrira que partiellement, 5 jours seulement avant la cérémonie d'ouverture. Nous avons déjà 3 rames de la ligne 4 qui circulent actuellement pour faire des tests entre le quartier de Barra et la zone sud. Nous serons prêts pour le 1er août pour débuter l'exploitation commerciale de ce métro qui marquera l'histoire de Rio de Janeiro. 30 jours et il reste encore beaucoup à faire, comme cette station de bus qui doit relier le métro au parc olympique. Les travaux ont du retard, le déficit de l'État de Rio est astronomique, 5 milliards d'euros. Alors pour garantir le bon fonctionnement de la ville pendant les Jeux olympiques, notamment des transports et de la sécurité, le gouvernement fédéral a mis la main à la poche. Une énième rallonge de 800 millions d'euros. Pour le secrétaire des Finances, le plus grand événement du sport mondial sera préservé. Les budgets destinés aux Jeux Olympiques sont déjà mis de côté. Donc il y a la crise de la ville de Rio et du Brésil tout entier qui, je pense, commence à être résolue avec une solution politique qui se dessine. Et l'autre point, c'est les Jeux Olympiques. Des investissements ont été faits au fil des années et nous sommes sûrs que nous ferons de magnifiques Jeux. Nós não queremos só Olimpíadas, nós queremos educação de qualidade, nós queremos escolas de qualidade. Voilà plus de 3 mois que Rose et ses collègues enseignants sont en grève. Les fonctionnaires reçoivent leur salaire très en retard. Professeurs, pompiers, policiers, corps médical, retraités, la crise financière de l'État touche tous les secteurs. Les manifestations se multiplient. À Rio de Janeiro, le contexte social est explosif. La France est le berceau de la pipe en bruyère, née il y a plus de 150 ans, quand les artisans pipiers français ont été les premiers à sculpter des pipes dans les rhizomes de bruyère arborescentes. Pour percer ces secrets de fabrication, eh bien ce soir, nous vous emmenons à la rencontre de Pierre Voisin, l'un des tout derniers artisans pipiers français. La pipe fait partie du patrimoine français. Tout le monde possède dans son esprit le grand-père, l'oncle qu'il a vu fumer avec les odeurs de tabac qu'il a de son enfance. C'est la main du pipier qui est capable de faire quelque chose qui a de la ligne, qui a de l'allure, qui est joli. Oui. Et puis ensuite, à la fin, on courbera le tuyau parce que c'est une pipe courbée. Il faut que ce soit joli, fluide. La pipe, c'est d'abord la lenteur de l'artisan qui va travailler le bois, la lenteur du fumeur qui ne cherche pas spécialement à avoir sa dose. C'est en tout cas comme ça que je conçois le monde de la pipe, avant tout l'éloge de la lenteur. Il demeure à Paris des lieux insolites où le temps n'a pas d'emprise. Comme dans ces ateliers où des artisans, garants de savoir-faire, perpétuent gestes et techniques séculaires. C'est le cas de Pierre Voisin, artisan pipier, héritier d'une tradition familiale initiée sous le Second Empire. Alors nous sommes à Paris, dans une entreprise qui a 5 générations d'âge, puisqu'elle a été créée en 1867 par mon aïeul. Donc je fabrique, je répare, je restaure des pièces anciennes pour certains clients collectionneurs, pour des musées, etc. Digne héritier de ses pères, Pierre Voisin a su préserver ce savoir-faire ancestral. Là, vous avez l'exemple d'une pipe de ma fabrication. C'est une pipe droite tout à fait classique, standard, avec ce qu'on appelle la tête, le foyer, la partie intérieure, la tige
et le tuyau. Là, on est tout à fait dans la fabrication traditionnelle de la pipe depuis plus de 100 ans. Par son histoire et la personnalité de Pierre Voisin, la pipe du Nord reste le lieu de rencontre de passionnés, comme Nicolas Stoufflet, amoureux de cet objet aux formes généreuses. Le tabac est arrivé au XVIIe siècle, donc on a fumé d'abord dans la terre, c'était vraiment ça, hein, la pipe c'était de la terre. Et puis à partir du milieu du XIXe, on a découvert que la bruyère était un bois qui résistait au feu, donc qui pouvait s'adapter à la pipe. Et à partir de là, on a commencé à fabriquer les premières pipes en bruyère. Ben voilà, on a un beau modèle courbé ici, comme ça, donc avec une teinte foncée. On peut retrouver aussi un modèle courbé comme ceci en bois naturel. Donc là, on est sur le bois tout à fait sorti de fabrication, donc il n'y a aucune finition. La pipe est façonnée dans différents matériaux, comme par exemple la prestigieuse écume de mer. Mais c'est la bruyère qui a fait la réputation mondiale des artisans pipiers français. La pipe en bruyère est née maintenant il y a plus de 150 ans et la France, on en est certain, en est le berceau. Ça c'est très important de dire que les premières pipes en bruyère ont été fabriquées en France. La pipe, c'est aussi l'objet indissociable de nombreux personnages littéraires. La pipe est aussi un objet lié à l'histoire, à la littérature, au plaisir de lire, et c'est vraiment l'emblème de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ne pouvait pas, dans les écrits de Conan Doyle, élucider une énigme sans tirer tranquillement sur sa bouffarde, tout comme Maigret d'ailleurs, et franchement, si on interdisait la représentation de la pipe dans les films, au cinéma, on ferait vraiment des personnages qui seraient désincarnés. Comme ses aïeux et ses pères l'ont fait auparavant, aujourd'hui c'est au tour de Pierre de transmettre ses connaissances à Marie-Aurélie. Là on est sur l'ébauchage complet de la tête de pipe, de la future tête de pipe. Donc on part de l'ébauchon pour faire une pipe de taille classique. Donc vous voyez, on a déjà un joli bloc de bois. Donc il faut beaucoup de bois pour faire une belle pipe. Écoutez, observez. Marie-Aurélie sait qu'il faut s'armer de patience pour acquérir un savoir comme celui de Pierre. Je pense que c'est un savoir-faire qui s'apprend sur très longtemps. Une espèce de compagnonnage intellectuel, amical, et que ça ne se fait pas en une année. Voilà, on n'est pas sur un parcours universitaire. On devient artisan pipier en apprenant avec ses pairs. C'est-à-dire que moi j'ai appris avec mon père, et puis j'ai appris comme ça sur le tas, énormément sur le tas, comment on faisait, et avec ses maîtres artisans au-dessus de soi. Voilà. Et ce savoir qu'elle reçoit, Marie-Aurélie sait qu'elle le transmettra à son tour. J'estime que c'est vraiment un acte de confiance. Je pense que Pierre me transmet voilà, tout ce qu'il peut concernant donc son savoir concernant les pipes. Je suis pas sûre qu'il me donne ses coins à champignons. Donc je prends ça vraiment comme un cadeau, comme un plus, comme une valeur ajoutée que moi-même je souhaite valoriser et transmettre. Conscients de leur rôle, maîtres, apprentis ou simples observateurs savent que sans transmission, le savoir est inutile. C'est un vrai plaisir de transmettre et de ne pas laisser ce savoir s'éteindre avec moi. Et donc je pense que la transmission du savoir est quelque chose de très très important. Il y a chez les artisans pipiers ce plaisir de la fabrication. Ils vont vous donner le goût de l'objet, et je souhaite qu'il y ait des jeunes qui se lancent parce que c'est évidemment très important. Ça transmet toute autre chose. C'est-à-dire que le soir on se pose, on bourre sa pipe, on fait un choix, on prend son temps, on se redonne un certain luxe. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Depuis quelques années, les collections croisières des grands couturiers se multiplient. Cette année, les grandes maisons investissent Cuba, le Brésil et l'Angleterre. Indicateur de tendance estivale, les derniers défilés croisières ont fixé de nouvelles modalités stylistiques. Reportage.
face à Rio, une coupole de béton brut de 16 mètres de haut peinte en blanc. L'œuvre architecturale de Skarnimeyer abrite habituellement les collections d'art contemporain du musée de Niterøy. Elle cède aujourd'hui la place à une unique collection d'art appliqué, cette fois la collection Croisière 2017 de Louis Vuitton. Mais pourquoi le directeur de la création Vuitton, Nicolas Ghesquière, a-t-il choisi la mégapole brésilienne ? Le pays accueille les Jeux Olympiques, il peine à s'extraire d'un désarroi social et politique, mais il est surtout un mélange détonnant de population et de culture, dont certaines à fort pouvoir d'achat. À la différence de ce qui se pratique habituellement lors des Fashion Week de Rio ou Sao Paulo, les mannequins ont été sélectionnés avec soin pour représenter toutes les couleurs de peau. Sans oublier les silhouettes les plus insolites, comme celle de Tammy Gloser, la jeune Suissesse à l'allure androgyne, au corps tatoué et percé. Les modèles de cette collection 2017, ils sont en parfaite cohérence avec l'esprit abstrait de l'architecte brésilien Niemeyer. Le vif et le déstructuré jonglent avec finesse avec des aspects plus guerriers, voire gladiateurs. Chez Vuitton, on n'abandonne jamais le cuir. Les collections croisières, c'est tout l'art d'une mode renouvelée en dehors des calendriers automne-hiver, printemps-été. Et loin du soleil de Rio, c'est dans un tout autre climat que l'autre grande maison du groupe LVMH a choisi de défiler. Avant de présenter sa collection, Dior a inauguré sa toute nouvelle boutique londonienne. Ne nous leurrons pas, le destin d'une croisière est avant tout d'être acheté. Les tapis de soie et les meubles de style néo-Louis XVI évoquent l'atmosphère d'un hôtel particulier parisien, ponctué d'œuvres de Tony Cragg, Rado Kirov ou Mark Keane. Ce nouvel écrin a été conçu par la star des architectes du luxe, Peter Marino, qui adore se jouer des pires contraintes. Le budget. Le budget et le timing. Ce sont toujours les deux grandes contraintes. Le montant du loyer de ce type de magasin est effrayant. Alors il faut travailler vite et de manière efficace. Et vous ajoutez à la construction les coûts de décoration intérieure. Cette entreprise est une entreprise privée. La rentabilité, c'est une chose importante. Alors vous devez toujours travailler selon ces deux contraintes. Peter Marino travaille avec la maison Dior depuis 20 ans. Pendant cette période, il a créé, avec beaucoup d'humour, des écrins qui doivent briller comme des bijoux. J'aime beaucoup le terme de bijoux, mais je pense qu'en l'occurrence, c'est plus comme des mines de diamants. C'est un peu plus grand qu'un bijou. Les défilés croisières sont pour les marques une occasion privilégiée de recevoir la presse, les clientes et les actrices. Une fois la boutique visitée, le cercle restreint des invités se retrouve à Victoria Station pour prendre le train. Un pullman des années 20 pour se rendre sur le lieu même de la présentation au nord-ouest de Londres, le palais de Blenheim, lieu de naissance de Winston Churchill. C'est un chef-d'œuvre d'architecture baroque du XVIIIe. Londres détient aujourd'hui, devant Hong Kong et Paris, la première place en ce qui concerne le commerce de luxe. Ce n'est donc pas anodin pour Dior de défiler ici. Non, c'est pas anodin, mais c'est une convergence. Disons qu'on a réussi à le faire en même temps. De même temps, ce qui était un challenge parce que vous avez vu la boutique, c'est quand même de la restructuration de 2 immeubles qu'il a fallu unir, toute sa décoration, tout son concept, un gros travail qui a pris 4 ans. Donc il fallait que les choses convergent. Mes équipes y sont arrivées et je suis fier pour eux. Et c'était un grand moment. Et ce défilé ici à Blenheim, là où Monsieur Dior défile en 54, la maison défile à nouveau en 58, dans ce lieu qui est juste incroyable. Voilà, sous une pluie londonienne, mais tout va bien. La croisière Dior 2017, c'est l'histoire d'une jeune Française chic qui vient en Angleterre s'imprégner de l'inégalable excentricité anglaise. L'occasion pour le duo Serge Ruffieux et Lucie Mayer qui a imaginé cette collection de malmener un peu, mais pas trop tout de même, le fameux tailleur bar de 1947. Quant à Chanel, la maison de la rue Cambon s'est tout simplement offert Cuba. C'était un vrai hommage à Cuba et à la Havane en particulier. Ça a commencé avec la musique qui nous a transportés
C'était comme si un fantasme devenait réel. C'était vraiment le bonheur. On célébrait Cuba. La France a toujours occupé une place privilégiée dans l'histoire sociale et intellectuelle de l'île. L'hymne national s'inspire de la Marseillaise. Les couleurs du drapeau cubain sont celles de la France. Depuis que Cuba s'est ouverte au monde, le pape François, Barack Obama et les Rolling Stones l'ont visité. C'est au tour de Karl Lagerfeld qui entend bien y faire marcher l'économie et donner via sa mode une image de tolérance. J'ai adoré les jupes fleuries et les t-shirts. J'aime bien les mélanger parce que ça donne un petit air garçon manqué. C'est vraiment cool. Les collections croisières, un enjeu majeur pour les groupes de luxe. Miroir des talents créatifs, elles ont la plus longue durée de vie en boutique. Elles bénéficient d'une très forte exposition médiatique internationale et elles font merveilleusement croître les chiffres d'affaires. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.